Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble le sommaire de ce journal. Valentin Vachereau de retour sur les cours après sa campagne triomphale à Shanghai il y a moins d'un mois. Un retour gagnant puisqu'il s'est imposé en 32e de finale du Masters de Paris-Bercy face au Tchèque Jiří Lehečka. Les clubs de football et de basketball monégasques jouent mercredi soir, le premier à Nantes pour le compte du championnat, le deuxième en Grèce face à l'Olympiakos en Euroleague. Nos équipes étaient présentes aujourd'hui aux deux conférences de presse d'avant-match. Nous retrouverons ensuite Thierry Dantez en duplex de Géorgie. Le vice-président de la Fédération monégasque de rugby nous expliquera les enjeux de ce déplacement des U16 monégasques. Le lancement de la campagne Zéro déchet liée au tabagisme. Et puis en cette période de congé scolaire, nous assisterons à un stage au musée d'anthropologie préhistorique. Il était très attendu après sa victoire en finale du Masters de tennis de Shanghai le 12 octobre dernier. Et c'est un retour gagnant sur les cours pour Valentin Vachereau qui a disputé aujourd'hui son match de 32e de finale du Masters de Paris-Bercy. Nous le retrouvons à Paris aux côtés de Christophe Pacaud et Jérémy Henry. Formidable, Valentin Vachereau, vainqueur en moins d'une heure ici au Master de Paris. Le parcours continue, le rêve continue. Valentin, bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable, hein, c'est encore une victoire déjà, en plus si rapide, 6-1, 6-3. Non, c'est vrai que le score sans appel, un très bon match de ma part de A à Z. Beaucoup de bonheur sur le court, ouais. Beaucoup de bonheur, mais ça sort dans votre jeu. Vous êtes complètement libéré, nous qui vous connaissons depuis tellement d'années, tellement de saisons. Non, oui, complètement libéré. Évidemment, ce qui s'est passé à Shanghai m'a fait passer dans une autre dimension. Et ce que je suis très content, c'est que même la semaine dernière à Bâle face à Fritz, et ce premier match ici à Paris, ça continue. Et donc on va essayer de faire continuer ça le plus longtemps possible. Et ça veut dire pour les jeunes qui nous écoutent à Monaco ou ailleurs, il faut jouer libéré ? C'est le plus dur au tennis, de jouer libéré, de jouer sans se poser de questions. C'est ce que j'arrive à faire. Après, même des fois, tu peux jouer libéré, mais ça ne veut pas dire que ça te fait bien jouer. Cette petite tension aussi, c'est ça qui te fait jouer très très bien aussi des fois. Mais non, je pense que j'ai un milieu parfait là, depuis quelques temps et essayer de le continuer sur ce tournoi. Ouais. Et ça se voit d'entrée parce que le premier point, si ma mémoire est bonne, c'est Anaïs, il y en a eu 7. Hein. Ouais, après le premier point, c'est truc, mais le premier jeu était très bon, même le deuxième pour breaker d'entrée. Était très sérieux aussi. Et, après, je sais que tous les premiers sets vont pas être comme ça, mais quand ça arrive, quand ça se fait comme ça, c'est sûr que c'est sympa que ça aille un peu plus vite. Ouais. Vous êtes bien là, bien en place, ça te sent, vous êtes heureux, c'est clair. Et en plus, vous nous faites la cousinade numéro 2 demain. Ouais. Non, ouais, la numéro 2, la première était sur une finale de Masters 1000. Cette fois-ci au deuxième tour. On va pas se plaindre que la dernière fois c'était en finale, donc on va pas se plaindre que c'est au deuxième tour cette fois-ci. Ça va être. C'est comment on va le sentir ce match particulier, parce que vous avez gagné la première fois. Ouais, je pense que c'est quand même un petit peu plus particulier la première fois, surtout qu'on s'est joué en finale, que là c'est au deuxième tour. On va dire que c'est un peu plus récompense pour le public qui nous a regardé à la télé à Shanghai, et là on va dire 17 000 heureux, 17 000 chanceux de nous voir en personne jouer, en espérant jouer sur le central, on ne sait pas, on va voir. Mais on espère quand même, mais voilà, on verra demain. Vous savez quoi ? Monaco Info, on sera là demain. C'est fou que vous avez grandi depuis un certain temps, vous ? C'est la confiance. Je suis plus libéré, moi aussi. Il est plus libéré peut-être dans la vie aussi. Dans la vie aussi, ça se voit. Merci Valentin, rentrez vite au show, parce que vous nous faites la gentillesse d'être sorti de l'hôtel. Parce que demain c'est gros, puis la sieste, demain c'est Arthur Hindonesh, c'est le cousin. Merci, à demain en tout cas Valentin. À demain, sur Monaco Info bien sûr. Hugo Nys, lui aussi, entrait en compétition aujourd'hui en double avec Édouard Roger Vasselin. Les deux joueurs ont remporté leur 16e de finale face à la paire Dimitrov-Mahut. Et l'on suivra bien sûr le parcours de Valentin Vachereau, mais aussi d'Hugo Nys tout au long de la semaine et le plus loin possible, bien sûr, on l'espère. Et c'est une semaine intense également qui attend la Roca Team, puisque les basketteurs monégasques ont 2 rendez-vous européens, 2 rendez-vous grecs. Le premier, ce sera mercredi face à l'Olympiakos, l'un des favoris pour le titre. Les Grecs sont 2e au classement pour l'instant, avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Écoutez, avant cette rencontre, le coach Vassilis Spanoulis et le meneur de jeu Mathieu Strazel. C'est une équipe qui est bourrée de talent, que ce soit sur les lignes arrière ou à l'intérieur. Ils ont des gars qui sont présents dans le rebond offensif, ça leur donne beaucoup de deuxième chance, beaucoup de possession. Vezenkov, j'en parle pas. Et voilà, il y a
Il y a Tyler Dorsey qui fait un gros début de saison. Donc comme tu l'as dit, ils sont bien armés et on l'est aussi. Maintenant, ça va être l'équipe qui a le plus envie et qui se donne le plus défensivement, qui fait le moins d'erreurs, qui va remporter ce match. Yeah, of course we're ready. We're ready and we build our, like you said, our chemistry, our identity. We build habits and you know, in its time we need to be there. You know, I don't expect now from the team to be best team in Europe, but I expect to be a good team that will fight and we will improve game by game. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. On a eu le temps de se mettre en route. Ça fait déjà 6 matchs d'Euroleague. On est à 3-3. C'est pas le bilan qu'on veut. Mais voilà, c'est le moment de faire un run, de montrer quel type d'équipe on va être. Et voilà, on enchaîne avec deux grosses écuries. Et c'est le moment de montrer que voilà, on sait où on veut aller et aller chercher le plus de matchs possible. Et des propos recueillis par Frédéric Elion et Alexandra Paolini. Restons à Gaston Médecin pour un autre événement. Lundi soir, Yohan Makoundou a participé à une session One Team, qui est le programme social de l'Euroleague. L'intérieur monégasque a passé plus d'1 heure avec une dizaine d'athlètes de Special Olympics Monaco. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexa Vial. Tous unis avec One Team, le programme de responsabilité sociale de l'Euroleague qui utilise le basket pour une société plus inclusive et de retour. Et pour la première session de la saison, une dizaine d'athlètes de Special Olympics Monaco a pu passer plus d'1 heure en compagnie du coach adjoint de la Roca Team, Ilias Kantsouris, et de Yohan Makoundou. L'intérieur monégasque est un habitué de ces sessions One Team. Il y a quelques visages que j'avais déjà vus et qui sont toujours là, donc c'est cool aussi de les revoir, voilà, une bonne énergie, transmettre voilà, ces valeurs aussi du basket que nous on aime, voilà, que ce soit impliquer tout le monde, quoi. En gros je pense que c'est important et voilà, ça me fait plaisir, même avec l'Eurocup aussi j'étais souvent choisi, donc ça fait plaisir, quoi. Thème de cette session, le respect. La séance débute par une petite présentation avant de basculer sur plusieurs ateliers, dribble, passe et tir avec une série de lancers francs. Place enfin à un mini-match tout-terrain à 5 contre 5. Ça donne de la joie et de bonne humeur. Et de rencontrer les joueurs comme ça, c'est extraordinaire parce qu'on les voit au terrain jouer et on les applaudit et on ne les rapproche pas. Donc là, maintenant, de jouer avec eux, de se rapprocher, de dire bonjour, de jouer avec eux, ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais plus fait, le One Team, et ça me fait plaisir de voir le basketteur, de faire les techniques qu'ils apprennent, qu'ils font en entraînement. Et ce qui me fait plaisir, c'est de le rencontrer. Il faisait les conseils de comment il jouait avec Mike James, et ça va, c'est... Bon, c'est dur de faire les 3 points comme il fait lui, hein, mais on fait comme on peut. Hein. Cette première session One Team de l'année se termine par une photo collective ainsi qu'un cri bien connu à Gaston Médecin, légèrement revisité. 1, 2, 3. One Team. Après ce volet basketball, du football. La SMFC a rendez-vous mercredi avec les Canaries nantais et les joueurs monégasques auront à cœur de confirmer après leur victoire face à Toulouse le week-end dernier. Sébastien Pocognoli et Kassoum Ouattara sont revenus aujourd'hui en conférence de presse sur les difficultés pour le club de performer loin du stade Louis II et le défi que représente cette équipe nantaise. Par expérience, là je parle d'une manière plus générale, oui, je pense que c'est un mindset très spécial d'avoir des matchs à l'extérieur et d'y aller en se disant oui, c'est peut-être les matchs les plus difficiles sur une saison. Aller jouer à Angers, sur papier, oui, on est peut-être avec le plus de qualité, mais c'est certainement un des matchs peut-être un des plus difficiles de l'année, de par le classement de l'équipe, de par ce sentiment de on n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc, oui, ce sera peut-être aussi pareil tous les matchs à l'extérieur où on est attendu parce qu'on a un grand club. Et ça, il faut oui, qu'on le réalise et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux joueurs. On sait que c'est une équipe qui est très très solide à domicile. Voilà, là, en plus, ils sont en confiance après leur dernier match où ils ont gagné. Maintenant, nous, on se concentre sur nous. On sait ce qu'on a à faire. On sait l'intensité qu'il faut mettre dans ce genre de match-là. Après une belle victoire ici à domicile face à Toulouse,
On espère qu'on va réussir à aller chercher la victoire là-bas à Nantes et revenir avec les 3 points. Nantes-Monaco, c'est mercredi soir à 21h au stade de la Beaujoire pour le compte de la 10e journée de championnat. Et sachez que les supporters monégasques se mobilisent pour l'association Semeurs d'Espoir. Les Ultras vont organiser une grande collecte avant le match face au Paris FC cette fois. Ils lancent un appel pour recueillir des doudounes, des survêtements, des polaires, des gros pulls et des baskets. Le point de dépôt installé sur la digue de Fontvieille sera ouvert samedi de 14h à 18h. Parlons rugby à présent, avec cette belle opportunité pour les joueurs de moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby qui se sont envolés hier pour un stage de préparation en Géorgie. Plusieurs temps forts rythmeront cet entraînement intensif, dont notamment un tournoi face à des équipes géorgiennes. Rejoignons sur place le vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Bonsoir Thierry Dantez. Bonsoir Patricia. Vous vous trouvez à quelques kilomètres de la capitale, Tbilissi, pour ce stage avec l'équipe U16 de Monaco. Pourquoi avoir choisi la Géorgie comme destination ? De nombreuses raisons. Tout d'abord, de par les relations que l'on a avec de nombreux clubs de Géorgie et de la région de Tbilissi qui sont venus et ont participé au tournoi Saint-Dévote, mais également par les liens que notre présidente, la princesse Charlène, a liés avec la Géorgie, puisqu'elle était venue il y a 5 ans à Tbilissi pour offrir un minibus au club de rugby de Tbilissi, et enfin parce qu'on va retrouver à Tbilissi le même décalage horaire que l'on aura lorsque l'on sera au tournoi de Dubaï dans un mois. La Géorgie, c'est un pays qui a une culture rugby importante. Oui, c'est un pays fort du rugby qui souhaiterait rentrer dans le giron des 6 nations. Donc chez les jeunes, il y a une culture du rugby, un rugby qui est très physique, qui est basé sur des valeurs de solidarité, et c'est aussi ça qu'on est venu chercher, c'est-à-dire se confronter à un autre rugby et adapter notre jeu au rugby que l'on va rencontrer ici. Justement, Thierry Dantez, comment va se dérouler ce stage ? Alors c'est un stage qui va être très intensif pour nos joueurs, puisque ça va les contraindre à avoir des entraînements bi-quotidiens, de la musculation, mais également du terrain, des skills, et on va terminer par un tournoi de rugby à 7 avec 4 équipes géorgiennes qui seront en face de nous. Et l'objectif de ce stage va également au-delà de l'aspect sportif. Comme toujours, avec la Fédération monégasque de rugby, on essaye de mettre en avant certaines valeurs, de faire grandir nos joueurs, de les faire découvrir d'autres cultures, se confronter à d'autres jeunes de leur âge et leur permettre d'échanger avec eux. Vous parliez tout à l'heure du décalage horaire avec Dubaï. On le rappelle, ce stage est un stage de préparation en vue du tournoi qui aura lieu fin novembre aux Émirats Arabes Unis. Exactement, c'est un stage qui a été mis en place par Gareth Wistock et Nicolas Ombéoné à l'organisation. Ils ont été épaulés par David Bolgashvili, notre entraîneur national, donc qui lui est un local et a pu nous faire bénéficier de ses contacts. L'objectif étant la préparation pour dans un mois le tournoi de Dubaï auquel participeront nos joueurs U16. Et ils seront aux côtés de leurs aînés, les Monaco Impies, les Impies Développement et l'équipe féminine des Oumoussa. C'est cela. Pour la première fois, on aura 4 équipes qui seront représentées à Dubaï. On aura donc l'équipe U16 qui s'entraîne et qui se prépare ici. L'équipe Impies Développement qui sera composée pour part de 6 joueurs de l'AS Monaco Rugby et également bien sûr de 6 joueurs de la Fédération monégasque de rugby. Et on retrouvera à nouveau, comme d'habitude, les Impies et l'équipe des Oumoussa. Plus globalement, Thierry Dantez, est-ce que la politique de formation que la Fédération monégasque de rugby a mise en place depuis plusieurs années maintenant porte ses fruits ? Exactement, on a une politique de formation qui débute avec le tournoi Saint-Dévote, les U14 qui vont participer au tournoi de Lisbonne, mais qui par le passé ont été à Hong Kong ou ont été à Londres participer à des tournois, les U16 qui eux, donc cette année, ont un programme chargé puisqu'ils vont participer à ce stage, puis au tournoi de Dubaï et finiront la saison à Lisbonne sur un tournoi
pour préparer les compétitions en U18 avec le succès que l'on connaît. Donc notre politique de préparation et de développement pour les jeunes porte ses fruits, puisque cette année on a eu une année vraiment exceptionnelle avec le titre U18, les titres seniors, championnat d'Europe et Jeux des petits États. On a gagné toutes les compétitions auxquelles on a participé, mais c'est vraiment le fruit du travail de longues années avec notamment les jeunes. Et donc ce type de stage nous permet de préparer les futures échéances et les futures compétitions internationales. Merci beaucoup Thierry Dantès d'avoir été notre invité ce soir depuis la Géorgie où les U16 effectuent donc leur stage de préparation. Merci beaucoup Patricia et à très bientôt. Nous allons nous intéresser à présent à un petit déchet aux grandes conséquences sur l'environnement. Saviez-vous qu'un seul mégot pouvait polluer jusqu'à 500 litres d'eau? Face à ce constat, le gouvernement s'adresse aux fumeurs de la Principauté avec une nouvelle campagne de sensibilisation. Les détails dans ce reportage de Sarah Inkari et Alexandra Paolini. Ce geste peut paraître anodin. Il représente pourtant un réel danger pour la biodiversité. Avec les substances chimiques toxiques qu'il contient, un mégot abandonné dans la nature peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et causer la mort des animaux marins. Dans les rues de la Principauté, on en trouve énormément. Pour nous ici, à la SMA, les mégots, c'est la bête noire. On en fait tous les jours. On a des souffleurs, on a des pinces, on a tout ce qu'il faut, mais c'est très, très, très difficile à gérer. On passe vers midi, on revient 1 heure après, c'est catastrophe. Alors, depuis plusieurs jours, le gouvernement déploie une nouvelle campagne autour de la fourmi. L'exécutif souhaite, à travers ces visuels, non pas culpabiliser les fumeurs, mais les encourager à adopter un comportement responsable. On trouve malheureusement beaucoup de mégots au pied de certains immeubles où il y a des bureaux. On comprend qu'on ait envie de faire sa pause. Nous distribuons, la mairie distribue des cendriers portables, nous mettons des cendriers partout dans la Principauté et on se dit qu'avec cette campagne, un tant soit peu humoristique, peut-être qu'on arrive à sensibiliser tout un chacun pour que l'effort soit plus collectif et qu'on ait tous envie de préserver notre espace public et notre bien commun. Ces affiches seront diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse et en voirie. La SMA espère qu'elles auront un effet positif sur les personnes concernées. J'attends beaucoup de civisme de la part des fumeurs, qu'ils puissent utiliser la totalité des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, les nouvelles corbeilles, les cendriers, qui ont été disposés sur l'ensemble de la Principauté. Des fois, il suffit simplement de regarder autour de soi et on en a un tout de suite à proximité. À l'échelle planétaire, l'impact de ce geste est catastrophique. Pensez-y lors de la prochaine pause cigarette. Pendant les vacances de la Toussaint, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose aux enfants de remonter le temps. Au programme, fouilles archéologiques, peintures rupestres et découvertes fascinantes. Voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. C'est un véritable voyage dans la préhistoire qui attend ces jeunes apprentis archéologues. Pendant quelques jours, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco leur ouvre les portes du passé à l'occasion d'un stage de découverte inédit. L'objectif, initier les enfants aux méthodes des véritables chercheurs. Ici, on apprend à fouiller, à identifier des ossements et même à reconstituer des outils comme nos ancêtres de la préhistoire. Je suis venue aujourd'hui avec ma petite nièce et hier avec mon petit-neveu. Mes enfants ont eu la chance de bénéficier des visites au musée de l'anthropologie préhistorique de Monaco avec leur classe quand ils étaient en primaire ici. Et maintenant, on a eu la visite des petits cousins et donc on est venu vivre l'expérience pour eux aussi. C'est tellement fort et nouveau pour des enfants de cet âge qu'il m'a semblé important de leur faire profiter de cette opportunité. Ils ont cherché des os et tout dans les grottes là-bas. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que j'adore savoir beaucoup de choses sur la vie, sur la préhistoire, et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et j'avais jamais vu de squelette parce que je suis juste allée moi dans des grottes, mais j'avais jamais vu d'os. Et du coup, c'était trop bien parce que du coup, j'ai pu en voir là et je pensais pas que ça allait être aussi bien. Les ateliers se succèdent, autant d'activités ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres. À l'occasion de ces stages, on essaie de montrer aux enfants le travail des archéologues, en tout cas au laboratoire de recherche, mais aussi des activités en lien avec la médiation. Donc on fait des différents ateliers où les enfants ils apprennent un peu le mode de vie des hommes préhistoriques, donc qui touchent les vraies matières, en tout cas naturelles,
comme de l'argile ou des pierres taillées. Donc tous ces ateliers, ils ont pour but de ramener les enfants à cet environnement de nature, donc des hommes préhistoriques qui étaient là à Monaco il y a à peu près 250 000 ans. Une expérience unique qui transforme les vacances en véritable exploration du passé et qui sait, parmi eux se cache peut-être un futur grand archéologue. De quoi se divertir tout en apprenant. C'est la fin de ce journal. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition. Et on se quitte avec ces photographies de Stéphane Dana prises ce matin au musée d'anthropologie préhistorique avec des archéologues en herbe. Très belle soirée à vous. À demain sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien profité du soleil aujourd'hui, car demain le temps va se gâter un peu en principauté. Au lever du jour, quelques belles éclaircies encore présentes, une atmosphère douce autour de 14 degrés, mais au fil des heures, la grisaille va s'installer. Les températures atteindront 18 à 19 degrés dans l'après-midi, et puis en fin de journée, ce sera le retour des averses, parfois soutenues, qui pourraient se prolonger jusque dans la soirée. En ce mercredi 29 octobre, nous fêterons la Saint-Narcisse, un prénom plutôt rare chez nous, je vous l'accorde. Enfin, un coup d'œil sur la météo de l'eau. Comme chaque mardi, les sources de Monaco ne couvrent que 15 à 25% de nos besoins. Les bons gestes et les économies d'eau sont conseillés. Belle soirée avec nous sur Monaco Info et à demain. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.